Salut à tous, ici Michael, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo consacrée au logiciel Blender. Aujourd'hui, on va parler de la version 4.1.0. Ça y est, elle est enfin disponible. Pas mal de nouvelles fonctionnalités. Vous pouvez télécharger gratuitement, bien évidemment, cette version sur le site officiel de Blender. Elle n'est plus un alpha, elle n'est plus un bêta, c'est un release officiel, donc supposé stable. Il y aura quelques mises à jour mineures, comme à chaque fois, pour corriger quelques bugs. Donc aujourd'hui, on va passer en revue un petit peu le patch note, et peut-être que je ferai une autre vidéo où je m'intéresserai un petit peu plus à quelques fonctionnalités que j'ai sélectionnées, et je vous ferai directement des démos dans Blender pour vous expliquer comment ça fonctionne. Donc on va aller sur le site officiel de Blender, le lien sera comme d'habitude dans la description si ça vous intéresse. Je vais scroller un tout petit peu et on va commencer les fonctionnalités avec tout d'abord les Geometry Nodes. Pas mal de nouveautés sur ce système-là. Je vous rappelle que c'est un système nodal, procédural, intégré à Blender depuis maintenant pas mal de temps et qui permet d'obtenir des résultats très satisfaisants. Le gros avantage, c'est que c'est du non-destructif et du procédural, un petit peu dans la même veine que ce que propose Houdini, en moins poussé bien évidemment parce que Blender ne propose pas que ça, il essaie un petit peu de s'améliorer dans plein de niveaux, donc c'est quand même cool qu'il y ait plein de fonctionnalités sur ça, avec notamment le Baking News, donc c'est un nouveau node de type Bake. Le Bake, c'est quoi? C'est quelque chose qui vous permet d'enregistrer et de charger des données dans un node et éviter à chaque fois de demander à Blender de recalculer un traitement. Donc c'est quelque chose qui est très courant quand on fait de la simulation, quand on fait de l'animation ou autre. Ça permet tout simplement, pour faire simple, de dire à Blender qu'à chaque frame, plutôt que calculer, une fois qu'il a fait son calcul, il l'enregistre dans un fichier temporaire. Donc ça veut dire qu'une fois qu'il a tout calculé, en passant d'une frame de départ à une frame de fin, mais quand il va repasser dessus, il n'aura plus besoin de calculer, il aura juste à lire la valeur qu'il a précédemment enregistrée, du coup ce sera beaucoup plus rapide. Donc ça va dans la continuité de toutes les géométries nodes qui étaient disponibles en ce qui concerne les simulations avec les timings ou autres. Donc ça va vraiment vous permettre d'optimiser vos process et d'éviter à chaque fois de recalculer toutes les informations comme on était obligé pour le moment. Donc ça, très bonne fonctionnalité. Toujours dans Geometry Nodes, alors pour ceux qui me suivent sur Twitch, alors d'ailleurs n'hésitez pas, hein, le lien est dans la description et juste ici, je fais des lives régulièrement et tous les dimanches, je réponds à vos questions de 3D, donc en temps réel, en direct, en lisant le chat. Donc c'est, je pense, assez intéressant pour avoir beaucoup plus d'interactions comparé à YouTube. Et la dernière fois, justement, on cherchait une fonctionnalité pour faire ça. Alors cette fonctionnalité, c'est quoi? C'est tout simplement quelque chose qui permet de proposer, d'exposer à l'utilisateur une liste d'éléments, de choisir parmi une liste précédemment définie et d'avoir une influence sur mon Geometry Node à partir de ça. Donc un exemple concret, ce serait quoi? Ce serait par exemple changer un shader en temps réel ou même changer une géométrie en temps réel. Donc par exemple, je vais supprimer, hop là, mon cube de base, je vais aller dans mon système de Geometry Node, je vais rajouter un switch, un menu switch. Donc l'avantage du menu switch, c'est que je vais pouvoir le mettre par exemple ici. Je vais, pas pour le moment relier ça pour que vous puissiez bien comprendre, je vais renommer mon node en mettant par exemple cube et grid, voilà, par exemple. Puis je vais aller dans mon mesh primitive, je vais prendre mon cube, tac, je vais aller dans mesh primitive, je vais prendre ma grid, je vais relier ma première entrée de cube dans le cube, ma seconde de grid à grid, et je vais permettre à l'utilisateur de choisir, hop là, un menu switch juste ici, et grâce à ça, maintenant, quand je sélectionne mon objet, et que je vais juste là dans les modifiers, j'ai bien un menu qui me permet de changer une option. Donc ça peut paraître tout bête, hein, mais un truc comme ça, déjà l'avantage c'est que je ne suis pas bloqué à 2 items, je pourrais en mettre autant que je veux, donc ça ajoute beaucoup plus de souplesse, ça évite, avant on était obligé de passer soit par du Python pour créer notre propre node, soit de passer par des systèmes un petit peu farfelus pour arriver au même résultat, soit enchaîner des nodes de type switch tout court, qui est en fait un booléen avec un vrai faux, mais du coup on est bridé à 2 valeurs. Donc voilà, là ça permet vraiment d'avoir beaucoup plus de souplesse. Et des fois on était également obligé de dupliquer des géométries nodes pour faire plusieurs fonctionnalités. Là on pourrait dire à l'utilisateur de choisir une option et d'avoir une influence du coup sur l'intégralité de mon système d'arbre de nœuds dans le géométrie node. Donc c'est vraiment très très cool. Une fonctionnalité qui manquait beaucoup, donc c'est vraiment chouette qu'il est intégré et ça fonctionne assez bien de ce que j'ai pu tester. Plein de nouveaux Geometry Nodes également. Par rapport aux index, je passe ce node pour le moment, vous allez comprendre pourquoi. Pour splitter des éléments en différentes instances, pour faire des tris d'éléments, pour faire des rotations. Avant, on était obligé de passer par des conversions de l'heure, de radians, etc., etc. Donc là, c'est beaucoup plus simple. Quelque chose qui permet également d'avoir la caméra active. Et, à mon grand désarroi, mon grand désespoir,
le Musgrave qui malheureusement n'existe plus. The Musgrave texture node was replaced by the noise texture node. Pardon. Donc le node de texture Musgrave était remplacé par le noise. Et là, on se dit quoi quand on lit ça la première fois? On se dit géométrie node. Ok. Donc si je vais dans le géométrie node, que je vais dans texture, effectivement nous n'avons plus le Musgrave, nous avons que le noise. Mais on pourrait se dire que du coup, c'est pas quelque chose qui a été enlevé dans le shader editor, parce que c'est quelque chose, souvenez-vous, qu'on utilisait régulièrement dans les vidéos. Donc si je fais Shift A, que je vais dans texture, plus de Musgrave. Si je fais search et que je tape Musgrave, plus de Musgrave. Alors ne vous inquiétez pas, en fait il y a possibilité, en passant par un noise texture et en changeant un petit peu les paramétrages, d'obtenir globalement le même résultat. Il suffit tout simplement d'enlever le... alors attendez, parce que là bien évidemment, vu que je suis en géométrie node, ça ne va pas marcher. Il suffit d'enlever la normalisation des valeurs. Donc tac, et on pourrait retrouver un tout petit peu ce qu'on avait, même exactement ce qu'on avait dans le Musgrave. Du coup, automatiquement Blender, si vous ouvrez une ancienne scène dans laquelle vous aviez du Musgrave, normalement, en théorie sur le papier, il est censé vous convertir les nodes pour que vous ayez exactement le même résultat. Donc je vous ferai peut-être une petite vidéo pour vous expliquer comment on convertit du Musgrave au noise en ayant exactement le même résultat. On mettra côte à côte de Blender, vous verrez que c'est pas compliqué. Donc voilà, ça c'est vraiment un petit peu la mauvaise nouvelle de la version, c'est que nous ne pourrons plus dire il y a du Musgrave. Alors, on peut se créer un node custom qu'on appelle Musgrave, je pense qu'on fera ça, et comme ça à chaque fois on l'appellera, pour se rappeler le bon vieux temps, mais voilà, c'est le noise texture qui remplace ça. En soi, c'est pas si mal, parce que le Musgrave c'était juste un noise avec un certain algorithme, avec des valeurs non clampées, donc qui n'étaient pas bridées entre 0 et 1, donc on peut toujours s'en sortir. Un nouveau modifier également, le Smooth by Angle, qui remplace un petit peu l'Auto Smooth Option, qui était présent à l'époque dans les paramétrages du mesh de Blender. Donc l'avantage c'est quoi? C'est que maintenant c'est un modifier, donc qui dit modifier dit non destructif, dit procédural, accessible également si je dis pas de bêtises dans le Geometry Node, donc ça c'est vraiment cool. Parce que également ça va rajouter un petit peu plus de compatibilité quand on exporte les assets, les meshes vers d'autres logiciels. Des fois on avait certains problèmes sur les smoothing groups. Là de ce que j'ai testé ça a été corrigé, donc bonne nouvelle. Juste un changement de fonctionnalité, et vu qu'il est procédural, vous pouvez le mettre où vous voulez dans votre stack de modifiers, activer, désactiver dans la viewport, donc ça c'est quand même vraiment cool. Ensuite, plein de petites fonctionnalités juste ici. Toujours des améliorations de performance sur Cycles, notamment en ce qui concerne le denoise. Alors vous savez qu'il y a plusieurs algorithmes de denoise en fonction des constructeurs, en fonction de votre matériel, si vous utilisez le CPU, le GPU. Avant on avait vraiment CPU, Intel, OpenImage Denoise, GPU, Nvidia, le Nvidia Denoise avec l'optics et tout ça. Maintenant, c'est un petit peu fusionné, on a toujours la séparation des deux, mais le OpenImage Denoise peut maintenant être compatible avec une accélération GPU. L'avantage, c'est quoi? C'est que vous savez que le GPU est beaucoup plus efficace pour ce genre de calcul de denoise. Donc vous allez pouvoir profiter de la qualité de l'OpenImage Denoise tout en ayant une accélération GPU grâce à votre carte graphique. Et vous voyez que en termes de performance, c'est quand même très très cool. On a plein de comparatifs avec des CPU. Et là, on a un CPU 13900K, donc quand même assez solide, et une carte graphique 3090, voire une carte graphique Intel Arc, et vous voyez qu'à chaque fois, le temps entre le CPU et le GPU est quand même considérablement différent, c'est beaucoup plus rapide avec le GPU, donc ça c'est vraiment cool. Pareil pour tout ce qui est compatibilité Apple, alors ça reste toujours un petit peu plus lent que sur des GPU, on va dire plus grand public comme Nvidia, possède plein de technologies qui sont compatibles actuellement avec Blender, mais pour les utilisateurs Apple, bonne nouvelle quand même, Blender fait des efforts pour rendre de plus en plus de choses compatibles dessus, donc ça c'est cool. Si on descend un tout petit peu en ce qui concerne le Compositor, il y a plein de nouveaux nodes qui sont enfin disponibles et compatibles dans le compositing, dans la viewport. Alors souvenez-vous rapidement, si j'ouvre un nouveau fichier Blender, pas un 2D mais un 3D, tac, et que je fais un rendu avec FE12, voilà, magnifique. Si je vais dans le Compositor, et que je fais un petit viewer, là si je rajoute par exemple un Color Balance, tac, et que je change un petit peu les couleurs, voilà, comme ceci, magnifique, et que je rajoute par exemple un Glare, pour ajouter un petit glow, tac, sur mon rendu. Là où c'était très intéressant, c'est que depuis les dernières versions,
si je passais en mode rendu et que j'activais mon compositor, je pouvais voir en temps réel ce qui se passait. Mais il y avait plein de nodes qui n'étaient pas compatibles, et ça, je précise également, c'est à la fois compatible avec Cycles AV, donc c'est quand même très intéressant. Et là, c'est pas le Bloom par défaut de Blender que j'utilise, c'est vraiment celui du compositeur, donc c'est ça qui rend la chose intéressante. Regardez, si je passe en Cycles, GPU, j'ai exactement le même résultat, donc c'est quand même très cool. Donc le compositing, on pouvait le travailler directement dans notre scène, et là, en temps réel, je vais avoir mon compo qui va s'effectuer. Donc ça, c'est quand même assez intéressant, notamment quand vous voulez travailler les couleurs ou autres directement dans votre scène, voir des filtres, voir plein de petites choses. Et bien maintenant, Blender a rendu plein de choses compatibles, que ce soit le Cryptomatte, le défocus, le vector blur. Donc défocus, c'est pour faire des points de focus, tout simplement, avec un défocus, comme on pourrait avoir sur la caméra directement, avec le S-stop et le focus. Le vector blur, c'est pour du motion blur. Le keying screen, c'est pour modifier un petit peu les couleurs pour ensuite faire des chroma keys par exemple. Donc tout ça, c'est compatible maintenant directement dans la viewport. Donc ça, c'est vraiment cool. Donc il y a encore quelques exceptions en ce qui concerne les layers de rendu ou autres qui ne sont pas compatibles pour la viewport. Je pense qu'ils travaillent dessus, mais il y a quelques contraintes techniques. Donc ça, c'est vraiment cool. Pareil pour le Kuara, si ça se prononce exactement comme ça, mais qui permet d'obtenir un effet un petit peu cartoon sur vos rendus. Donc là aussi, il y a eu des changements en ce qui concerne les attributs exposés à l'utilisateur pour paramétrer ça. Pareil pour le pixelate, donc ça c'est vraiment cool. Et également en ce qui concerne les performances, donc vous savez que le compositor en temps réel, le compositing, ça peut potentiellement utiliser plus ou moins de ressources. Donc il y a une nouvelle option qui a été rajoutée qui vous permet de choisir entre une précision à 100% ou automatique. Donc l'automatique, ça va utiliser la moitié de la précision de la viewport, donc ça permet d'avoir quand même quelque chose d'un petit peu plus allégé. Le résultat ne sera pas 100% précis, mais au moins vous aurez une approximation du résultat et ça va baisser la précision, effectivement, mais ça va aller beaucoup plus vite et ça va limiter l'usage de votre mémoire. Donc c'est quand même assez cool pour avoir quelque chose de rapide. Et vous voyez qu'en termes de compositor, ils ont fait énormément de modifications, donc ça c'est cool. Alors ils aiment bien mettre des chiffres, là je vois du 650 fois plus rapide à tester. Souvent ils mettent la fourchette haute. S'ils ont fait 100 benchmarks et qu'il y en a un qui allait taper les 650, ils vont se dire « Oh les gars là, on a fait un truc exceptionnel, c'est 650 fois plus rapide. » Donc quand même à prendre avec des pincettes quand il y a des chiffres, mais globalement, il y a des améliorations, donc ça c'est cool. Plein de petites modifications en ce qui concerne le rig et l'animation. Maintenant, ça y est, enfin, le rig, on a une hiérarchie sur les bonnes collections. Donc ça, c'est vraiment cool. La collection d'os est maintenant hiérarchique. Donc ça, c'est vraiment bien, que ce soit dans l'affichage de votre rig ou dans l'affichage de l'outliner. Donc ça, c'est très très cool. Pareil, en ce qui concerne le weight painting, donc vous savez, c'est quand on fait du skinning, par exemple, quand on veut peindre du poids par vertex et de l'associer à un bones. Donc maintenant, vous avez possibilité de sélectionner les os avec cette fameuse feature qui est juste ici, sans aller dans le panneau associé et les sélectionner, mais physiquement dans votre scène 3D, vous allez pouvoir sélectionner le bones sur lequel vous voulez associer et peindre du white painting. Donc ça, je pense que je vous le présenterai dans une autre vidéo parce que ça peut être un petit peu long si on veut faire quelque chose de clean, mais c'est quand même ultra intéressant. Ça évite de changer de fenêtre pour revenir, c'est quand même cool. Le Motion Pass, donc le Motion Pass c'est quoi? C'est une visualisation qui est très intéressante pour les animateurs, qui permet de montrer les keyframes présentes dans votre viewport avec la frame associée, avec la position de votre objet par exemple. Donc c'est quelque chose qu'on doit précalculer, qui n'est pas en temps réel, mais maintenant c'est compatible avec l'affichage de caméra. Donc le Motion Pass peut maintenant être généré selon l'affichage de la caméra view, donc ça c'est vraiment cool, ce qui permet de faciliter pour les animateurs la manière dont ils voient les arcs sur, donc les arcs c'est le trajet des éléments avec les keyframes sur le résultat final vu qu'on est basé sur la caméra et que c'est la caméra qui fait le rendu, donc c'est quand même beaucoup plus agréable. Plein de petites options sur le Graph Editor, par exemple un Scale from Neighbor qui permet de se rapprocher un petit peu plus de la keyframe précédente ou suivante pour adoucir certaines transitions. Pareil sur l'autolock, pareil sur l'exposition avec plein de nouveaux paramétrages, donc je vous laisserai lire ça, pardon, un petit peu de mal à parler aujourd'hui. C'est beaucoup plus pratique de le tester pour vous montrer. Peut-être que je montrerai ça à la prochaine vidéo. Plein de nouveautés sur le bake où maintenant c'est carrément un opérateur qui permet de spécifier de quel frame à quel frame on va faire le bake. On peut supprimer les clés qui sont à l'extérieur de la range qu'on a sélectionné. Plein de petites choses, donc ça c'est vraiment cool. Le Making Waves, alors rien à voir avec la simulation.
on pourrait croire, parce qu'il y a un modifier qui permet de faire des petites vagues, c'est tout ce qui est éditeur vidéo présent dans Blender. Alors il y en a beaucoup qui connaissent pas forcément cette fonctionnalité-là, mais si vous faites un file new video editing, hop là, vous allez arriver sur ça. Et en fait, c'est un éditeur vidéo présent dans Blender pour faire du montage, pour faire des modifications de couleurs ultra rapides, assez basiques, mais plein de nouvelles fonctionnalités qui arrivent petit à petit. Donc c'est cool de voir que Blender ne laisse pas à l'abandon certaines fonctionnalités qui sont utilisées par un certain nombre de personnes. C'est pas la fonctionnalité principale, mais ça a le mérite d'exister et ça vous évite d'aller dans un autre logiciel. Une fois de plus, je trouve que la force de Blender, c'est de pouvoir faire plein de choses sans sortir du soft, qui est totalement gratuit. Donc ça évite de faire un export, d'ouvrir DaVinci Resolve, de faire des cuts, de refaire un export, de faire des allers-retours. Là, vous pouvez tout faire dans Blender et c'est vraiment cool. Donc, on a une visualisation de chroma, on a des histogrammes, on a le Luma Waveform, j'ai oublié le nom en français. Pareil avec la séparation des couleurs, donc ça va parler à tous ceux qui font de l'étalonnage, qui travaillent sur les couleurs, qui font du montage vidéo, donc ça c'est très très cool. Pareil, la preview du son qui est présent par défaut, avant ça se faisait pas tout seul, donc ça c'est cool. Quand vous importez un fichier son, vous avez automatiquement la courbe, donc le waveform. Je vais pas trouver le mot français de ça, hein. J'essaie de réfléchir mais j'arrive pas à le trouver. Les ondes, l'affichage des ondes qui va en temps réel être affiché dans votre liste, donc ça c'est vraiment cool. Pareil, plein d'algorithmes en termes d'échantillonnage quand on va scaler les éléments avec le nearest, le bilinear, le B-spline, le cubic Mitchell, donc il y en a plein, vous pouvez tester, vous allez voir en fonction de ce que vous voulez faire. Là ils vous ont mis des petites préconisations pour, enfin du moins le résultat, à quoi s'attendre quand on va utiliser ces différents algorithmes, donc ça c'est vraiment cool. Et à chaque fois, n'oubliez pas qu'avec le read more, vous avez plein d'informations qui sont spécifiques et qui sont un petit peu plus détaillées. Voilà, des fois ils mettent pas tout sur la page d'accueil, donc ça c'est cool aussi. Et encore plein d'améliorations qui est juste ici présent. Donc Industry Ready, donc ils essaient de s'aligner un petit peu avec toutes les références qu'il y a sur le VFX Reference Platform 2024 pour permettre d'intégrer Blender plus facilement dans les pipelines des studios, qui sont encore un petit peu réticents à une solution gratuite et assez jeune au final comparé aux géants de l'industrie. Donc c'est vraiment cool qu'ils essaient petit à petit de se positionner sur ça. Et ça passe notamment avec l'intégration de plus en plus courante de l'USD dans les pipelines de fabrication, dans les studios d'animation, de films d'animation 3D, et l'USD fait partie de ça. Donc petit à petit, Blender essaie de rattraper aussi le retard qu'il avait accumulé au fil des années concernant l'USD. Donc maintenant, vous pouvez exporter des armatures, des shape keys avec l'USD Skeleton et Blend Shape, donc ça c'est vraiment cool. Il permet également d'importer des scènes graphes en instanciant en utilisant les instances et les point instancing, donc ça également c'est ultra intéressant. L'USD, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'Universal Scene Description, c'est un format qui a été développé par Pixar. C'est plus conformant en fait, c'est carrément une philosophie de travail qui est très différente avec ce qu'on avait avant. Et la promesse de l'USD, c'est quoi? C'est de rendre un format 3D compatible et universel entre tous les softs. Donc ça, ce serait vraiment cool. C'est-à-dire que vous faites votre modé sur Blender, vous l'envoyez sur Painter, vous importez un USD, vous faites votre paint, vous ouvrez le modèle final dans Maya, vous pouvez importer le mesh avec un rig et tout, et normalement tout est censé être compatible. Il y a encore des lacunes, tous les logiciels ne sont pas parfaitement alignés sur ça, c'est pour ça que à chaque fois vous allez voir des modifications sur l'USD, mais petit à petit Blender fait des efforts sur ça, donc c'est vraiment ultra intéressant. Et c'est à peu près tout pour cette version. Il y a plein de nouvelles fonctionnalités ici qui ont été rajoutées également. Il y en a qui sont minimes mais que je trouve intéressantes. Par exemple, tout bête, hein, mais sur le Color Picker, avant, on avait quelque chose qui était pas très explicite, pour pas dire mal fait. Maintenant, quand je clique, vous voyez que visuellement, ça a changé. Avant, l'opacité masquait un petit peu la couleur. Donc là, l'avantage, c'est qu'on a une sorte de transparence qui permet vraiment de voir ce qu'on sélectionne. Pareil sur la luminosité de cette dernière. Donc ça, c'est vraiment cool. Quelques modifications aussi sur les fenêtres qui ont été arrondies. Plein de petites choses pour rendre un petit peu l'utilisation plus explicite, plus agréable. Donc ça, c'est vraiment cool. C'est tout pour aujourd'hui. On a passé en revue les fonctionnalités principales que je voulais vous présenter qui ont été mises en avant dans Blender 4.1. Donc je pense que je ferai une autre vidéo où je montrerai un peu plus en détail. Je vais sélectionner, je pense, 3 ou 5 features et on ouvrira Blender et directement je vous montrerai pourquoi c'est une avancée qui est intéressante. Donc voilà. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez des questions, notamment sur Discord,
à venir voir les lives sur Twitch. Ça fait toujours plaisir, on peut discuter, on peut parler 3D. Plein de choses, je réponds aux questions. Et je vous dis à la prochaine et bon Blender à tous. Et ne vous inquiétez pas, même si le Musgrave a disparu, je vais continuer les vidéos. Ça m'a fait un petit coup au début quand j'ai appris. Et voilà, je ferai peut-être une vidéo pour vous montrer, comme je disais, comment retrouver avec le Noise ou le Musgrave. C'est ultra simple, ce sera ultra rapide. C'est juste quelque chose. Il faut s'habituer, mais on va s'en sortir. Allez, merci à tous d'avoir regardé la vidéo et je vous dis à la prochaine.